Bonjour, ici l'oncle Jacques et ses astuces de zappeur en emploi. Si vous connaissez quelqu'un dans votre environnement qui est en recherche d'emploi, faites-lui suivre ce petit topo qui lui permettra d'augmenter ses chances de réussir ses entretiens. Vous pouvez vous-même essayer, ça marche. Première idée fausse, un entretien d'embauche n'est pas l'oral du bac. C'est un échange en vue de savoir si les deux parties ont intérêt à collaborer. Vous avez un problème puisque vous cherchez un emploi, mais l'entreprise en a un aussi, car trouver le salarié qui correspond à son besoin du moment n'est pas forcément chose simple. Les deux côtés font un pari, et chacun essaye de ne pas se tromper. Vous devez donc considérer un entretien d'embauche comme une négociation commerciale. Admettons que c'est vous qui cherchez à vendre un véhicule d'occasion, en l'occurrence vous. L'acheteur n'est pas obligatoirement en position dominante, surtout si vous avez une bonne cote à l'Argus et n'avez aucune raison de vous brader. Vous risquez de passer des entretiens avec des personnes aux intérêts très différents. Et si vous cherchez à briller à chaque fois avec les mêmes arguments et le même discours bien préparé, vous ne franchirez pas les barrages qui mènent aux vrais décideurs. Tous ceux qui vont vous questionner vont faire semblant de rechercher le candidat le meilleur pour l'entreprise. Mais en réalité, c'est comme dans le film Chacun cherche son chat. Chacun va choisir le meilleur pour lui, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Deuxième idée simple à retenir, n'oubliez jamais qu'un mauvais recruteur peut cacher un bon poste. On a vu des candidats rater des entretiens parce que le recruteur ou le DRH était antipathique. Et alors, quel est le problème? Bien évidemment, si vous n'avez pas envie de travailler pour le compte de votre futur chef direct, arrangez-vous pour terminer deuxième à cet entretien-là. Il suffit pour cela de lâcher au bon moment la phrase qui tue. Ceux qui cherchent sans être pressés de trouver savent très bien comment arriver deuxième ou même troisième de la shortlist. Demandez-leur leur truc. Le commentaire ou la question qui tue. Essayez, ça marche. Ça, je vous laisse lire, car c'est clair. Rater un poste intéressant parce que l'interlocuteur est mal luné ce matin n'est pas très futé. Ça vaut le coup de vous forcer un peu à être aimable avec quelqu'un qui ne l'est pas. Bon, bien entendu, si un intermédiaire s'amuse à vous humilier, bah vous faites comme Zidane et vous lui filez un coup de boule, hein. On a sa fierté quand même. Mais dans ces conditions, c'est vous qui racontez ensuite l'incident au Big Boss, pas lui. Venons-en à l'important de cet exposé, les entretiens différenciés. Et commençons par l'entretien avec le cabinet de recrutement. Un premier barrage qui n'existe en France que depuis 1960. Les recruteurs professionnels n'ont pas le temps matériel de rechercher le meilleur candidat, sauf à pratiquer des tarifs délirants. S'ils vous ont convoqué, c'est pour constituer leur shortlist qui doit comporter 3 candidats présentables. Pour être présenté à l'entreprise, il suffit de rassurer le consultant sur le fait que vous allez lui faire honneur en étant bon à l'oral. Rassurez-le en particulier sur vos motivations. Certes, c'est grave pour un recruteur de présenter un candidat qui n'a pas les bonnes aptitudes pour le poste, mais présenter un candidat qui n'est pas intéressé, c'est dramatique. Le candidat qui pose la question qui tue, le client est perdu à coup sûr pour le cabinet. Il convient donc pour chaque interlocuteur que vous adoptiez le comportement qui correspond à ses attentes personnelles. Pour un cabinet de recrutement, il est catastrophique de présenter à son client un candidat qui ne défend pas sa cause. Vous me faites perdre mon temps, dira le client. Vous devez donc vous montrer bon avocat, y compris et surtout sur vos points faibles. Autre astuce, si vous n'avez qu'une partie du profil, vous pouvez suggérer au recruteur de vous présenter comme joker. Je vais trahir une confidence. Dans la shortlist, les recruteurs ont souvent leurs favoris, et il leur faut trouver deux faire-valoir qui soient quand même présentables. Bien sous tout rapport, sauf un aspect du poste. Il m'est arrivé de faire remarquer moi-même au recruteur que j'étais presque le candidat idéal, faisant d'un de mes points faibles un atout pour passer le barrage en tant que joker. Après, bien sûr, le discours ne sera plus le même, mais essayez, ça marche. Normalement, je dis bien normalement, le rôle du DRH dans une procédure de recrutement est de vérifier comment vous allez vous intégrer à l'équipe. Il lui arrive de vous questionner sur vos techniques, mais ce ne sera pas lui le décideur sur le critère de compétence. Il vous appartient par contre de repérer très vite s'il cherche quelqu'un qui rentre dans le moule, ou si au contraire il cherche à intégrer du sang neuf en procédant à un recrutement de type greffe.
Votre comportement et votre argumentation seront évidemment très différents selon l'un ou l'autre cas. Préparez les deux argumentaires au cas où. Comme il a normalement en charge la bonne composition du cocktail, vérifiez avant de trop parler si le DRH veut rajouter du sucre, du sel ou des épices. Montrez-lui votre souci de réussir votre intégration en posant des questions sur vos futurs collègues. Il va chercher soit la copie de votre prédécesseur, soit son contraire. Idéalement, renseignez-vous avant, et dans tous les cas, donnez-lui ce qu'il demande. Vous verrez bien après, mais c'est la condition pour franchir ce barrage-là. Si on vous présente le Big Boss, c'est bon signe. Demandez-lui en arrivant de combien de temps disposons-nous. Ça va le mettre de bon poil. Le plus souvent, quand le Big Boss monte au créneau, c'est qu'il cherche un nouveau pour réveiller les anciens. Il va toujours rechercher quelqu'un qui a la mentalité d'un entrepreneur, mais qui est aussi un bon petit soldat de l'entreprise. À vous de chercher dans votre parcours ce qui correspond à ce comportement un peu paradoxal. Idéalement, si vous n'avez fait qu'écouter le Big Boss vous expliquer pourquoi ce recrutement est important, sans dire vous-même un seul mot, vous avez toutes les chances de sortir premier de la shortlist. Essayez, ça marche. Si vraiment vous devez parler, montrez que vous aimez les challenges et qu'à part le boulot, vous n'avez pas grand-chose dans la vie. En général, ça marche. Attention, on ne peut exclure le risque de tomber sur un Big Boss cool Raoul à l'aise Blaise. Ça existe. Mais c'est tellement rare qu'il se peut que ce soit un piège. Le N+1, votre futur chef direct, est au moins en principe le décideur. Il a intérêt à recruter des compétents, mais qui ne lui piquent pas sa place. Le collaborateur idéal pour le chef direct est le salarié compétent, mais qui manque de confiance en lui. Pour être le meilleur collaborateur, c'est facile. Regardez votre futur chef avec les yeux de ce cocker. Si les autres candidats sont bons, mettez le paquet et jouez carrément les coquers abandonnés en attente d'un maître à la SPA. Essayez, ça marche. Si le poste vous intéresse, bien sûr. Sinon, vous faites comme d'habitude, vous passez l'oral du bac et puis vous faites la réponse qui tue. Ça marche aussi. Il arrive que les 3 derniers candidats fassent le tour de la maison et soient présentés aux futurs collègues de même niveau. Si c'est le cas, ça vaut le coup de vous intéresser au poste, car ça signifie que votre futur boss a un certain respect pour ses cadres de terrain. C'est bien. Leur avis pourrait bien être pris en compte. Ça arrive. Le chat qu'ils recherchent, eux, c'est plutôt un gros matou sympathique, davantage chat de gouttière que chat de race, car vous êtes quand même, au moins pour certains, un éventuel concurrent potentiel. À tout hasard, il vaut mieux les rassurer. Posez-leur les questions qui vont leur permettre de se mettre en valeur devant le grand chef qui vous fait visiter les lieux. Essayez, ça marche. Sauf bien sûr s'ils ont des têtes à ne jamais être pris en autostop. Et là, vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas être retenu. Si on vous fait rencontrer vos futurs subordonnés, c'est sans doute que le chef précédent n'était pas au top. On ne peut exclure que leur avis soit pris en compte, du coup. Essayez de savoir si le chef que vous allez remplacer était trop ceci ou pas assez cela. Vous êtes, de fait, en campagne électorale très courte. Si vous ne savez pas quel chef ils ont perdu, restez prudent et évitez évidemment ces deux extrêmes. De toute manière, je vous laisse lire ce set de table de Glodus Bouchon. Un bon chef, il n'a pas intérêt à être trop clair, il a intérêt à rester un petit peu mystérieux. Alors, à plus forte raison, avant d'être embauché, vous avez le droit de garder un certain mystère. La standardiste aussi a un objectif quand elle vous reçoit. Il est fréquent que la personne chargée de l'accueil soit consultée par les décideurs. Dans le cabinet où je travaillais dans les années 90, chaque candidat était reçu séparément par 2 recruteurs et en fin de journée, nous procédions à une réunion à 3 avec la fille de l'accueil qui était en réalité notre assistante avec droit de veto. Il n'était pas question de présenter à notre client un candidat compétent mais qui avait pris la personne à l'accueil pour un objet. Le comportement requis est simple, sans faire une alliée bien sûr. Venez un peu en avance pour obtenir les renseignements qui vous permettront d'ajuster votre personnage. L'écouter parler du poste, du recrutement, des concurrents, de l'ambiance dans la maison, du style de management, etc.
Essayez, ça marche. Ce petit tableau est juste un rappel valable pour n'importe quel entretien. Ne refermez la tuyère qu'après avoir longuement enquêté. Et n'oubliez jamais, on embauche parfois celui qui nous a fourni la meilleure argumentation, mais on embauche toujours celui ou celle avec qui on a envie de travailler. Si vous êtes trop cartésien, ne préparez pas vos entretiens, et si vous avez peur de décevoir, n'évoluez surtout pas dans votre carrière. C'est avec ce genre de comportement et quelques autres astuces qu'à l'âge de 35 ans, je suis passé d'un poste de responsable commercial dans la pétrochimie à celui de directeur général du leader français de la canne à pêche, en répondant à une annonce, en passant par un cabinet de recrutement, sachant que je n'avais jamais attrapé un poisson de ma vie. Vous croyez que je caricature? Essayez, ça marche. Je laisse le tout dernier mot à mon ami Glodus Bouchon, vous allez comprendre pourquoi ça marche. L'organigramme d'une entreprise n'est jamais que le casting d'un théâtre de marionnettes. La vie est un vaste théâtre, et l'entreprise aussi. La difficulté pour avoir le profil du poste, c'est quand le recruteur il te regarde de face, dis donc. Comme on dit à Lyon, ça a l'air d'une gourgandise, mais toute la difficulté de l'évolution de carrière tient dans cette maxime. Dans tout entretien de recrutement, vous êtes toujours deux, celui que vous êtes profondément sans jamais mentir, mais celui que vous êtes prêt à devenir pour correspondre aux attentes de l'employeur. Et puis quoi, faire laver la voiture d'occasion, ce n'est pas tromper l'acheteur. Que les vents vous soient favorables, vous qui avez encore des voiles. Oncle Jacques.